Bienvenue dans Zone de Génie, un espace où l'on explore les possibles, la progression, les histoires inspirantes et les pratiques humaines qui nourrissent, renforcent et élèvent. Ce podcast valorise ce qui fonctionne bien dans les milieux de la performance. Le sport, l'éducation, l'entreprise, l'art, mais pas que. On aime aussi mettre en lumière les héros du quotidien, les individus ordinaires qui font un travail extraordinaire, les petites ou grandes structures, simples, mais qui dépotent. À travers des témoignages de terrain, vous découvrirez des personnes qui, consciemment ou non, mobilisent des outils puissants issus de la psychologie positive pour progresser, performer et s'épanouir. Zone de génie, c'est la volonté de révéler le meilleur chez chacun, avec humour et bienveillance, en valorisant les bonnes pratiques et des valeurs vécues. Parce que derrière chaque pratique qui fonctionne, il y a des leviers mentaux forts, souvent invisibles mais essentiels. Un podcast chaleureux, profondément humain, transformateur et fun pour inspirer et découvrir ses propres clés grâce à la richesse des autres. Parce qu'on a tous des zones de génie, qu'on soit sous les projecteurs ou en coulisses, et qu'il est grand temps d'en parler. Tes ressources elles sont en harmonie, le meilleur de toi se trouve là. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Justine, une jeune femme qui a quitté sa blouse d'infirmière pour monter sur scène et vivre de sa passion, la musique. À travers cette reconversion, il y a un vrai voyage intérieur, celui du courage, de la gratitude, de la persévérance et de l'humour. Selon Martin Seligman, l'un des fondateurs de la psychologie positive, nous avons tous en nous 24 forces de caractère. Ce sont des qualités universelles, présentes chez chacun, qui soutiennent notre bien-être, notre résilience et notre performance. Et ce que j'aime dans l'histoire de Justine, c'est qu'elle les incarne sans le savoir, dans ses doutes, ses élans, ses chutes et ses rebonds. Alors dans cet épisode, on va découvrir comment ces forces se manifestent dans la vraie vie. Pas dans les livres, mais dans les choix du quotidien, les remises en question et les moments de vérité. Soyez les bienvenus dans la zone de génie de Justine. Merci Justine de rejoindre le podcast pour cette première fois, ce premier épisode ensemble. Donc tu es mon premier invité sur cette zone de génie qu'on va développer. Est-ce que tu es d'accord de te présenter, nous dire qui tu es ? Je suis intermittente du spectacle. Je vis une vie de rêve, en fait. Ok, excellent. Une vie de rêve parce qu'en fait, je vis de ma passion. Et je sais que beaucoup de gens rêvent de ça, pouvoir vivre de sa passion. Je pense Carrément. que c'est un luxe, en fait. Donc, très contente de le vivre, même si parfois c'est de la pression, du stress et tout ça. Mais voilà, c'est une petite entreprise à gérer, avec des gens qui me ressemblent, donc ça c'est cool, avec qui on partage les mêmes valeurs, donc j'ai à peu près coché toutes les cases de la vie pro presque parfaite, donc c'est cool. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'administratifs, beaucoup de réseaux sociaux. D'accord, grosse partie com. Ouais, en fait c'est... Enfin, je faisais un peu l'analogie à l'époque quand j'étais inf à dire que infirmière c'est plein d'autres métiers, mais là c'est pareil en fait. Le chant, la partie chant, c'est quand tout se passe bien, c'est 9 heures de ma semaine et le reste du temps c'est administratif, lien social, répétition, organisation, planification. C'est beaucoup. Je fais PDG secrétaire quoi. D'accord, donc t'as plusieurs casquettes dans l'entreprise. C'est ça. Okay. Je suis, plusieurs métiers. Ouais. Okay. Je suis la maman de mes musiciens. Ok, et vous êtes combien ? Est-ce que tu es d'accord de nous parler un peu de l'équipe ? Ouais, on est à minima on est 2, donc ça c'est moi. Et maximum on est jusqu'à 6, tous ensemble. Ok. On est jusqu'à 5 musiciens, on a un technicien avec nous. Et chacun a son petit rôle et chacun apporte sa touche. On a des gens qui remplacent. D'accord. Et c'est super quand ils remplacent. Mais c'est vrai que là, on a un noyau dur où on se connaît tous. Je vais dire un truc un peu édulcoré, mais on communique sans se parler sur scène, quoi. On se connaît tellement qu'on sait si quelqu'un est en difficulté et on se rattrape, quoi. D'accord, donc ça fait un effet de levier positif pour chacun. Ouais, okay. Totalement. Et est-ce que tu es d'accord, parce qu'on a déjà évoqué son nom à plusieurs reprises, tu es d'accord de nous parler de Feus, du coup, le petit ton paternaliste au démarrage de ta carrière de chanteuse, n'est-ce pas ? Bah, Feus, c'est lui qui m'a amenée là où je suis.
Ok. Enfin, T'a pris en bagnole et, voilà, et il t'a emmené jusque là-bas. Il m'a vu pleurer jusqu'au sur le bord de mic. la route. Voilà. Non, il m'a... Fuss, c'est quelqu'un qui voit le potentiel dans les gens. Ok. Et il pousse, mais il force pas. Et il donne juste des petites clés. Et puis après, c'est débrouille-toi, parce que t'es capable de le faire. Ok. Et ça, c'est très cool. Ok. C'est pas quelqu'un qui va... il met les autres en avant. Et c'est quelque chose qui se sent dans sa façon de jouer en musique aussi, en fait. C'est D'accord. assez fou. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés professionnellement parlant, puis personnellement. D'accord. Et Tu vas jusque là où tu veux, hein. Personne te force à rien, hein, même si je pense que les gens sont friands de choses un petit peu c'est plus croustillant. croustillantes, mais tu iras jusque là où tu veux, Justine. On ne te force pas. En fait, on se connaissait des réseaux sociaux et on avait des gros a priori l'un sur l'autre. Ok. Donc, quand il m'a contacté pour remplacer une chanteuse, on avait l'un et l'autre pas envie de travailler ensemble. D'accord. Mais il n'y avait pas le choix. Ok. Donc, on a travaillé ensemble. Donc t'as été le bouche-trou. J'ai été le bouche-trou. Ok. Et Elle a démarré sa carrière sur un malentendu, bouche-trou. clairement. Sur un malentendu. Et pour te dire, la première répète, on s'est pas dit un mot, on s'est juste dit bonjour, au revoir. Et Ok. ça s'est arrêté là. C'était vraiment extrêmement froid. Très fun. Et les Très, choses très ont fun. fait que, voilà, on s'est découvert. Et on s'est rendu compte qu'on avait des a priori nuls. Et qu'en fait, voilà, nous sommes tous les deux très bien. Et puis voilà, après moi j'avais ma vie d'avant, mon autre métier. Et puis c'est un enchaînement de choses qu'on fait que j'ai atterri dans l'intermittence. C'était pas du tout un projet. D'accord. Voilà, c'est arrivé un peu par hasard. Ok. Et je suis contente que ce soit arrivé. Hein. Bon, on est tous contents aussi, hein. Et concrètement, avec ton groupe, vous faites quoi? C'est quoi l'univers musical? C'est quoi un peu vos prestats? Voilà, raconte-nous tout ça si tu veux bien. Ouais. Alors Feu c'est June, c'est un groupe d'animation musicale. Donc on fait 0 chanson qui vient de notre cerveau. D'accord. Faites des reprises? On fait que de la reprise et on fait de la reprise, on est plutôt années 80. D'accord. Déjà parce que... Enfin, on fait plutôt années 80, mais pas parce qu'on sait que c'est quelque chose qui marche, bien que, mais c'est aussi parce que c'est des musiques qu'on aime en fait. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de faire de la musique qu'on aime pour la faire aimer aussi aux autres, parce qu'en fait, si on n'y croit pas... les gens devant nous, ils vont pas y croire non plus, quoi. Ouais, ça va pas donner une ambiance hyper festive. C'est ça. Après, évidemment, il y a des morceaux, par exemple, on fait Sarah Perchetti-Amo, que j'ai détesté apprendre, que j'ai détesté faire au début. Tu n'aimes pas l'italien? Tu n'aimes pas l'Italie? J'aime bien, Ok. mais je me dis, mais je suis pas crédible, je suis pas italienne, ils vont capter, c'est nul. Et en fait, finalement, je m'y suis pris au jeu et j'adore la faire maintenant, parce qu'en fait, je vois le plaisir qu'elle donne, donc je suis contente de la faire. Et voilà, donc on fait de la reprise, on fait des mariages, on fait des comités d'entreprise, des anniversaires. On n'a pas encore fait les divorces, mais... Parce que potentiellement, des gens vont commencer à fêter ça, étant donné que c'est tellement galère. Mais oui, mais on adorerait fêter un divorce, parce que moi je suis assez convaincue qu'on peut rendre le truc... Bon, ça dépend comment ça se passe, mais je pense qu'on peut rendre le truc agréable. Aussi, c'est fait d'un commun accord, effectivement. C'est ça, je me dis... Ça peut être une fête aussi, d'être d'accord de garder un bon lien avec un passé... Avec une petite teuf pour clôturer l'affaire. Pour clôturer une affaire qui s'est passée correctement pendant des années et ça. qui se continuera à être cool les années à venir. Ouais, c'est ça. Vous tenez un truc là, Fossé, je vais vous tenir un truc. Ok, cool. Et est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un petit retour en arrière à ton époque santé? Oui, on peut. Voilà, raconte-nous avant. Avant d'être chanteuse, j'étais infirmière. Tu étais infirmière, métier du soin. Ouais. Voilà, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais. Alors infirmière, c'est un peu comme tout le reste dans ma vie, c'était pas prévu. C'était encore pas prévu. Je suis Quelqu'un t'a emmené jusqu'à l'infirmerie, c'est ça? Je suis un enchaînement d'imprévus. Non, en fait, j'ai toujours voulu faire du spectacle, mais mes parents voulaient que j'ai quelque chose de stable. D'accord. Au cas où. Ils étaient pas complètement fermés à l'idée du spectacle, mais je voulais un truc sérieux, entre guillemets. Un truc sérieux, parce que le spectacle, c'est pas sérieux. Voilà.
Et donc du coup, je suis sortie du lycée, j'avais mon bac littéraire. Donc bac littéraire, autant dire qu'il y a plein de formations, tu n'y as pas accès. Et j'ai eu une année sans rien où j'ai bossé fast-food. Voilà. D'accord. Et je me suis dit, faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie les gens, aider les gens. Ok. Ah allez, pourquoi pas infirmière, allez. Ok. Donc je fais mon école. Pourquoi pas. Je fais mon école d'inf, j'ai envie d'arrêter à la 2e année. Ok. Là, mon père me dit, ah non, hein, maintenant t'as commencé, tu finis. Et qu'est-ce qui a fait qu'à la 2e année, t'aies envie d'arrêter ? En fait, j'étais... Alors, je traversais un truc pas très cool du côté perso. Donc, ça faisait que moralement, j'étais pas très bien. J'étais très... émotionnellement, j'étais pas bien, voilà. Et en fait, j'étais confrontée à même pas 19 ans à des trucs terribles, en fait. Et en fait, je m'attendais pas à tout ça. J'ai fait l'école d'infirmière, je voyais un peu... le côté je donne la main aux mamies, je leur caresse les cheveux et je les accompagne. Si elles font que ça, les infirmières, et qu'elles t'entendent. Ouais, c'est ça, moi je m'attendais à ça, je m'attendais à un truc beaucoup plus... Je savais qu'il allait y avoir des situations difficiles, mais je m'attendais pas à être confrontée à des situations vraiment... Enfin, la mort, des cancers à 30 ans, des choses au niveau du soin qui renvoient à des complexités au final de santé. C'est ça, je m'attendais pas à tout ça et je me suis fait... déjà j'étais submergée par ça et en plus j'ai eu un stage qui s'est très mal passé. D'accord. Je suis tombée sur des tutrices pas très cool. Ok. Et voilà, le cumul de tout a fait que je me suis dit mais jamais de la vie je continue ça en fait. À un moment donné je vais péter un câble. J'ai quand même continué. Ok, donc forcer voilà, je me suis la dit, main par papa, du coup. Voilà. Mais on le remercie quand même, parce que je pense oui, que... oui. Mais puis en fait, je pense en que réalité, tu as quand même fait ton choix, au final, le choix t'appartenait quand même. Oui. Non, je me suis dit non, c'est vrai que, allez, il y a eu un mauvais stage, il y a une période qui est compliquée, mais bon, tout passe, quoi, en fait. Ok. Tout passe, et finalement, il me reste 1 an sur les 3, j'ai fait 2 tiers. C'est trop bête d'arrêter maintenant, donc je continue, je fais. Et je sors de l'école d'inf, très contente de l'avoir fait. Ok. Voilà. Et après s'ensuit quelques mois d'intérim parce que galère de trouver un boulot à l'époque. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais je trouvais pas. Ok. Et c'était en quelle année ? En 2015. Ok. J'ai dit, il y a 10 ans. Ok. Et au final, j'ai déménagé à... Je viens pas du Bas-Rhin, je viens du Haut-Rhin. Okay. À la base. 68. C'est ça. Et j'ai déménagé à Strasbourg parce que j'ai trouvé un poste à Haute-Pierre. À l'hôpital, du coup. Ouais. Et j'ai démarré ma carrière d'infirmière en chirurgie. Ok. Qui a duré 4 ans. En chirurgie 4 ans ou infirmière 4 ans, du coup Chirurgie 4 ans. Chirurgie 4 ans. Dont 3 ans en intensif. D'accord. Voilà. Ok, donc encore des situations qui renvoient... Bien costaudes. D'accord. Et ensuite, je suis passée en libéral 3 ans. Et après, j'ai déposé ma blouse. Et c'est là qu'on touche à une force humaine essentielle, celle qu'on appelle le courage. Mais c'est pas celui des héros du cinéma, c'est celui du quotidien. Dans la classification de Seligman et Peterson, le courage fait partie des 6 grandes vertus. Il regroupe plusieurs forces, la bravoure, la persévérance, la vitalité et l'authenticité. Le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur. C'est cette force intérieure qui nous pousse à affronter l'inconfort plutôt qu'à le fuir. Et l'authenticité, c'est sa compagne silencieuse. Elle consiste à être vrai avec soi-même, à reconnaître ce qu'on ressent vraiment, même quand c'est douloureux. Quand Justine décide d'écouter ce stop intérieur, elle mobilise ces 2 forces à la fois. Elle ne fuit pas, elle choisit la vérité. Et c'est souvent ce pas honnête vers soi qui devient le premier pas vers une vie plus juste. L'ambiance s'est dégradée parce que en fait, le système a fait que l'ambiance s'est dégradée, mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir une très chouette équipe. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé. Et après, le lien avec les gens, en fait, de me rendre compte que je faisais du bien, et pas forcément avec les soins, juste de parler avec eux, ça me nourrissait. Vraiment Pour moi, c'était important d'être un peu leur
petit rayon de soleil, si tu veux, dans la journée. Donc même si moi, j'étais pas forcément toujours bien, ça a été une période qui a été... j'ai eu une longue période qui a été très difficile, de juste être là et de me dire, bon, bah voilà, là, je sais pas, le petit monsieur là, il aura souri aujourd'hui, c'est cool, ma journée, elle est gagnée, quoi. Ok. Et moi, c'était ça qui me nourrissait. C'était pas de faire de la technique et de faire des trucs compliqués et de me dire en rentrant, waouh, j'ai fait des trucs de fou. C'était pas ça, c'était vraiment d'apporter du bien, en fait, aux gens. Le lien humain. Ouais, totalement. Ok. Ça, c'était... Et en libéral, je l'ai retrouvé d'autant plus, et ça, c'était... Ça a orienté ton choix de passer en libéral, Ouais. du coup, ce lien... Ouais, je voulais vraiment pouvoir... En fait, j'étais à l'hôpital, j'ai eu le sentiment... Alors, en soins intensifs, les gens, tu les gardes quand même quelques jours, donc tu peux apprendre à les connaître et tout ça. D'accord. Mais une fois qu'ils sont sortis de la chambre, bah... C'est C'est terminé. parce qu'ils viennent, quoi. Ouais. De temps en temps, t'en as qui passent quelques mois après et qui te disent « Ah, je me souviens de vous, c'était... » Mais en libéral, ben, t'es chez eux, des fois ils vivent avec leurs enfants ou avec la nièce ou que sais-je, et du coup tu crées des liens, tu rentres dans leur famille, quoi. Mhm. Mais par contre, ça a le côté double tranchant que ben, tu t'attaches à fond. D'accord. Et ça, pour moi, en libéral, ça a été extrêmement dur. Je me suis beaucoup, beaucoup attachée, et fatalement, ben, t'as des patients âgés, ben, ils partent. Oui. Et là, t'as l'impression de perdre un membre de ta famille, quoi. C'est Ouais. terrible. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, l'émotionnel, je le gérais, mais pas assez bien pour me préserver, au final. Ce qui a aussi poussé le fait que j'arrête infirmière, parce qu'en fait, je donnais trop. D'accord. Enfin, je donnais trop. Je perdais de moi trop, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais... Oui, je vois. Mais voilà Tout à l'idée, fait. quoi. Ouais. Donc là, t'es infirmière, Ouais. en libéral, t'as à un moment donné certainement des pertes au niveau des personnes que t'accompagnes et pour lesquelles il y a eu des attachements et des complexités à mener dans ta vie privée. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que t'as ressenti à ces moments-là ? Bah, j'étais triste. J'étais extrêmement... Enfin, j'ai eu, par exemple, j'ai une petite mamie, qui, je peux dire son prénom, hein, ça va pas révéler qui c'était. C'est une petite mamie qui s'appelait Paulette. D'accord. J'étais extrêmement attachée parce que... Je sais pas, je sais pas comment expliquer, j'avais un peu un espèce de sentiment comme c'était un peu une grand-mère en plus, tu vois. D'accord. Et T'avais gagné une troisième grand-mère. Ouais. Ok. Et en fait, elle, quand elle est partie, ça a été, pour moi, ça a été terrible, quoi. Je me suis dit, punaise... Enfin, Ouais, je l'ai vécu vraiment comme un vrai deuil, en fait. D'accord. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, c'est une réalité que là, tous les gens auxquels je me suis attachée, ils vont partir. Mhm. C'est la vie, quoi. Dans sa voix, on entend plus que de la nostalgie, on entend de la gratitude. Ce lien-là, il dit quelque chose de profond sur les forces humaines qui nourrissent le sens. Ces deux forces appartiennent à la vertu de l'humanité. Elles nous relient aux autres, nourrissent nos liens et donnent du sens à ce que l'on vit. L'amour, au sens de Seligman, c'est la capacité à entretenir des relations profondes, réciproques et bienveillantes. La gratitude, elle, consiste à reconnaître ce que la vie et les autres nous offrent, même au cœur de la perte. Quand Justine parle de Paulette, on sent cette gratitude vivante, celle de ceux que les rencontres lui ont transmis. Ces forces permettent de traverser la souffrance en la transformant en apprentissage et rappellent qu'on peut perdre un métier sans perdre le sens. Après, moi, ça a aussi réveillé des choses personnelles, des deuils que moi, je n'avais pas encore fait, et du coup, ça m'a pas mal remis en question. Mais il y avait ça, et il y avait en fait un... Quand j'ai quitté l'hôpital, je pense que j'étais en fait en train de faire un burn-out, et que je m'en étais pas rendu compte. D'accord. Et j'ai commencé le libéral, ça allait mieux. Je retrouvais un peu foi dans mon métier, parce que en fait, j'ai quitté l'hôpital, j'étais vraiment... Je parlais un peu comme une vieille nymphe, si tu veux. J'avais une espèce de manque d'empathie. D'accord. Et quand je me suis lancée dans la carrière d'infirmière, je me suis toujours dit, le jour où je suis plus bienveillante avec les gens, où je manque d'empathie, j'arrête. Parce qu'en fait, c'est pas la peine, les gens n'ont pas besoin de quelqu'un de froid ou enfin, pas de malveillant, mais qui est pas capable de prendre soin d'eux, quoi. Ok. Et en libéral, j'ai commencé un peu à... Tu sais, au début, t'as ta petite mamie qui a du mal à marcher qui te demande « Ça vous dérange pas de sortir ma poubelle ?» Au début, tu le fais, tu vois. Mm-hmm. Sauf que il y a eu le Covid, j'étais encore en libéral.
Et en fait, tout a pris des proportions. Enfin, tout était décuplé, hein, les émotions, tout. C'était hyper anxiogène comme climat. Ouais, ça a été une période vraiment très compliquée. C'était vraiment j'imagine bizarre. encore plus pour les métiers de la santé, Ouais, vous, les infirmières, hein, qu'on a beaucoup applaudi. C'était. En fait, moi, j'étais un peu. J'étais un peu en colère par rapport à ça, en fait. Par D'accord. rapport au fait du soudain soutien qu'il y avait envers le personnel soignant, parce que ça faisait des années qu'on disait que ça n'allait pas, et mais, fatalement, les gens peuvent pas être au courant, en fait, que ça allait pas déjà depuis des années. Le Covid l'a mis en lumière et c'est cool. Oui. Mais pour moi, c'était trop tard, en fait. Du coup, Ouais, le gap entre le besoin et Ouais. l'existant était déjà... J'étais un peu en colère, ça, le fait de voir des personnes âgées qui étaient déjà isolées, qui l'étaient d'autant plus, parce qu'en fait, plus de visites des familles à cause des restrictions, enfin. Ouais, ça a été hyper triste. Hein, C'était, je trouvais ça assez terrible, et puis la pression que c'était, des horaires à rallonge, en fait, parce que tous les tests à faire, je savais qu'une journée de boulot, elle allait démarrer à 6h, elle finirait pas avant 22h, quoi. Ok. Et, ah ouais, quand même. Ouais, Grosse amplitude. Grosse amplitude, beaucoup de pression, beaucoup de règles d'hygiène d'autant plus strictes. Fallait se mettre en tenue de combat. Rajouter aux circonstances, ouais. Ça, tu rentres entre tes deux tournées, tu te retrouves à te faire un sas de désinfection à la maison pour pas contaminer chez toi au cas où. Enfin, c'était vraiment bizarre à vivre. Et de ce fait, il y a une fatigue qui s'est installée, en fait. Juste une fatigue du métier, du manque de moyens. Puis en fait, c'est une période où t'es pas sociabilisé aussi, en fait. Oui. Donc le cumul de tout ça, je pense que j'ai replongé dans cette espèce de burn-out. D'accord. Et post-Covid, j'ai commencé à faire quelques concerts avec Fuss. Mais comme ça, quoi, pour... D'accord. Plus pour le fun, on va dire. Et en fait, le fameux déclic. Qui est Dis-le tout. Terrible déclic. C'est T'as encore été un bouche-trou ou Non, je vais chez une dame. D'accord. Et je tombe dans ses escaliers. Ok. Et je vais bien. Cool. Et là, je me dis, si seulement je m'étais cassé la jambe, ça aurait été tellement bien. Pourquoi ? Et là, pourquoi ? Parce qu'en fait, je rêvais de pouvoir m'arrêter. Ok. Je rêvais de pouvoir dire stop. Et là, c'est là où j'ai pris conscience que je rêvais de pouvoir dire stop. Et je me suis dit, waouh. Vache, en fait, je suis clairement en train de faire un rejet de mon métier. Et ça faisait des semaines et je m'en rendais pas compte. Okay. Jusqu'au moment où je me dis, j'adorerais avoir mal quelque part pour ne plus faire. Je me dis, non, mais t'es taré, en fait. Et j'en parle le soir même à Fuss. Et je lui dis, écoute, je pense que je suis en train de refaire un burn-out, en fait. Et il me pose cette question un peu innocente mais t'as fait combien de concerts là depuis qu'on a démarré Donc j'avais fait un nombre assez conséquent, je devais être à 20-25 concerts déjà. Et pour être intermittent, il faut avoir fait 43 dates. D'accord. Et là il me fait, mais tu veux pas devenir intermittent du spectacle et t'arrêter ? Et là je fais, mais non, c'est pas possible, je pourrais jamais réussir, c'est mort, j'ai pas ce qu'il faut, machin et tout. Et finalement, je l'ai écouté. D'accord. Voilà. Et quand j'ai eu mes 43 dates, j'ai fait ma demande d'intermittence. J'ai prévenu évidemment mes collègues de Libéral. Et puis quand j'ai pu, j'ai arrêté l'activité. Et D'accord. je me suis lancée dans l'intermittence en me disant, au pire, ça s'arrête, je redeviens infirmière. D'accord. Voilà. Et c'est souvent là, dans l'incertitude, qu'apparaît une autre force, celle qui nous pousse à continuer quand même, quand personne ne regarde. La persévérance fait partie de la vertu du courage, et la créativité appartient à la vertu de la sagesse et du savoir. La persévérance, c'est la capacité à aller au bout des choses, même quand la motivation vacille. Elle s'appuie sur la discipline, la confiance et le sens du but. La créativité, elle, c'est l'art de voir autrement, trouver de nouvelles solutions, réinventer sa route. Justine incarne ces deux forces quand elle persiste dans son projet musical. Elle transforme les obstacles en matière première pour créer et prouve que la créativité n'est pas qu'un talent. C'est une stratégie pour vivre pleinement. Donc en fait, il y a eu un moment de bascule où tu te rends compte que les émotions, elles sont en pagaille. Ouais. Et là, du coup, il y a quand même l'aspect un peu sécuritaire
du statut, au final, hein, qui est logique. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que voilà, là tu te rends compte que t'as le burn-out qui refait un peu surface, qu'est-ce qui fait que t'as l'élan, en fait, que tu te dis, ouais, cette porte-là, je peux la franchir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là? Bah, j'ai beaucoup de doutes, évidemment, et je me dis... Enfin, il y a effectivement cette peur de l'insécurité et tout ça. Et en fait, je me dis... c'est con, hein, mais je me suis dit, peut-être que je vais avoir des regrets de n'avoir jamais essayé. D'accord. Et je me dis, bah, en fait, j'ai eu le sentiment qu'on m'a jamais tendu la main pour pouvoir faire quelque chose que je voulais vraiment faire. Et là, en fait, on me la tend. Et je me dis, ce serait trop bête de pas la prendre. Ça y est, elle est là, donc prends cette main, prends des risques et lance-toi, quoi. Et, tu l'as vécu comme un risque à prendre? Ouais. D'accord. Ouais. Parce que bah, en libéral, je gagnais quand même très bien ma vie. Mm-hmm. Et même si on vivait ensemble avec Fuss et que jamais de la vie il m'aurait laissé sans rien, bah, je me suis quand même dit, punaise, je quitte entre guillemets une certaine stabilité pour quelque chose qui est hyper instable, qui est un peu... qui est aussi un peu marginal en fait au final. D'accord. Et j'avais peur aussi évidemment, même si j'étais plus une enfant, j'avais peur de la vie de mes parents, j'avais peur de ça, et puis en même temps je me suis dit, punaise, ouais, ce serait trop idiot de pas essayer, et voilà. D'accord. Et t'as rencontré des défis à ce moment-là? T'as eu des petites choses qui se sont mis en barrière, ou voilà, la transition elle s'est faite de manière naturelle et il n'y a pas eu de... Si, des choses internes, hein, par rapport au côté social et familial, j'imagine. Bah, les barrières, elles venaient vraiment de moi en fait, à chaque fois. Bah, déjà la peur de pas y arriver, enfin pas arriver à monter sur scène et chanter, ou pas arriver bah, à quoi? peur de pas être légitime, de pas avoir ma place, ça c'est quelque chose qui me suit encore maintenant. D'accord. Moins, mais encore maintenant, la peur de pas être légitime, la peur de... En fait, finalement, la peur de la vie des autres était pas si pire, mais par contre, la peur de mon jugement à moi, envers moi-même, celui-là, il était vraiment dur à passer, parce que je sais que je suis très forte pour m'auto-saboter. D'accord. Et mais je me suis dit, punaise, là, en fait, t'as quelqu'un qui croit en toi, en l'occurrence Fuss. Mm-hmm. Ça arrive pas souvent. D'accord. Donc c'est parti, quoi. Essaye de passer outre cette peur de pas y arriver. Ok. Oui. Même si des fois on a des intuitions, et effectivement, hein, c'est qu'il fallait pas y aller. Mais faut réussir à... Enfin, ça m'a appris à essayer de passer mes peurs, d'essayer de me forcer à y croire, en fait. Ok. Et pour la petite histoire... Dis-nous tout. J'avais un prof de littérature que j'ai adoré, même si j'avais des notes vraiment pas terribles, j'ai adoré le personnage. En fait, un jour, il nous a écrit, avant une épreuve de bac ou d'évaluation, il mettait toujours une citation au tableau. Ok. Pour nous encourager. Ce que je trouvais très mignon, demeurant. Carrément. Et c'est inspirant. Et un jour, il a mis une citation, et elle m'a jamais quitté cette citation après ça, en fait. Elle est toute bête, mais c'est... celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Et en fait, quand j'ai des moments comme ça où je me dis, je laisse tomber, bah je repense à ça et je me dis, bah ouais, en fait, si je laisse tomber, j'ai perdu. Ok. Mais si je laisse pas tomber, je peux perdre. Mais... ça laisse une faille. Ça peut marcher. C'est comme un peu Jean-Claudius, quoi. Qui, c'est exactement au final, ça, sauf que c'était Victor Hugo. Mais en fait, Jean-Claudius, c'est inspiré de Victor Hugo. C'est Jean-Claude Hugo. Donc on va rappeler quand même la fameuse citation ou mantra de Jean-Claudius. Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher. Mais vas-y à fond. Je pense que cette phrase-là, c'est le résumé de ma vie. Et donc, franchement, ça marche bien. Donc merci Jean-Claude et merci Victor pour Justine, qu'elle puisse performer sur scène. Et si l'humour finalement, c'était une autre forme de force, celle qui garde la tête haute, même quand tout part en vrille. Ces forces appartiennent à la vertu de la transcendance, celle qui nous élève et nous aide à voir au-delà des difficultés. L'humour, dans la psychologie positive, n'est pas une fuite. C'est une manière d'alléger le réel, de prendre du recul pour retrouver de la perspective. Quant à l'espoir, c'est la confiance en l'avenir, la conviction qu'on peut agir pour que demain soit un peu meilleur. Justine en donne une belle illustration. Elle rit de ses galères,
cite Jean-Claude Duss, mais continue à avancer. Ces deux forces réunies, humour et espoir, sont un véritable moteur de résilience. Elles permettent de transformer les épreuves en carburant et les doutes en lumière. Donc, qu'est-ce que ça a changé en toi au final, cette phrase de Jean-Claude Victor? Ça a changé. En fait, j'accepte ce que je suis. Je sais que j'ai mes failles et je sais qu'il y aura toujours cette petite voix négative dans ma tête. Elle est là, j'ai toujours été comme ça. Elle a été nourrie par des facteurs extérieurs. Mais je sais aussi que je suis capable même si je l'ai entendu, de dire ok, je t'ai entendu, mais peut-être. Je fais le choix d'autre chose. Peut-être que ça va marcher. Et après, le fait de m'être lancée, ça a aussi débloqué plein de verrous en fait. Parce que d'un coup, je me suis rendu compte que prendre des risques, parfois ça vaut la peine quoi. Et voilà. Tu te sens plus toi aujourd'hui? Ouais. En fait, ce qui est cool, c'est que ce que je suis sur scène, c'est ce que j'ai toujours été gamine, mais dans ma chambre, la porte fermée quoi. Ok. Et là en fait, la scène c'est ta chambre. Ouais. Il y avait qui dans ta chambre? Dans ma chambre, il y avait que des doudous et puis des posters et des trucs. Et les posters de qui? Des posters des gens que j'admirais. En fait, j'ai toujours été admirative des gros performeurs. Genre Freddie Mercury, tu vois. Pour moi, c'est le Saint Graal parce qu'en fait, j'ai lu plein de bouquins sur lui. Alors, effectivement, à partir du moment où c'était une star dans tous les trucs de sa vie, tu vois. Mais avant ça, c'est un mec ultra timide, en fait. D'accord, oui. Et qui devenait juste exubérant sur scène. Et ça a été aussi un truc où je me suis dit, bon, peut-être que ma personnalité elle est comme ça, mais en fait j'ai le droit aussi d'exprimer des choses. C'est le moment où je peux m'exprimer en fait. D'accord. J'ai vu ça comme un moyen d'expression aussi. Et cool. Freddy, voilà. Cool. Ouais. Cool, merci de ton partage. Et c'est laquelle t'as préférée du coup de Freddy? Parce que bon, il y en a plein qui sont juste trop géniales. Ça va sonner super cliché, hein. Ah mais c'est pas grave, on est là pour mettre en avant ce que t'as envie. Mais show must go on, quoi. Ah ouais, clairement, on est d'accord. Les paroles sont... elles sont transcendantes, ouais, c'est clair. Puis ça reflète bien finalement tout ça, tu vois, c'est que il dit son maquillage il coule mais il y va quoi. Et je trouve ça génial. Ton maquillage coule souvent quand tu vas sur scène? De transpiration, ouais. Cool. Voilà, t'aurais pour le mot de la fin, pour ceux qui osent pas, un petit conseil aux auditeurs. Voilà, si quelqu'un rêve de changer mais qui ose pas, tu lui dirais quoi? Trouver un fuss. Trouver un fuss, mais est-ce qu'il se multiplie ce thème-là? Il doit y en avoir... Non, en vrai, je pense que... je pense pas qu'on minimise l'impact de l'entourage, mais c'est vraiment ultra important. Faut... Même si c'est de la famille, hein, par exemple, il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être là, en fait. Pour avancer. Il y a des gens, ils sont... Même si c'est pas malveillant, ils se rendent pas compte, mais ils nous freinent, en fait. D'accord. Et déjà avoir un entourage ou pas d'entourage en fait. D'accord. Soit avoir un entourage bienveillant, soit mais surtout s'éloigner de pas forcément s'éloigner, mais juste si on a un rêve, le suivre sans ces personnes qui nous freinent en fait. Déjà ça, c'est hyper important. Et ensuite essayer, même si ça fait mal en fait de se louper. Juste déjà de pas avoir le regret de pas avoir essayé, et ensuite ça peut marcher. Moi je le dis toujours, ça peut foirer, mais surtout ça peut marcher. Ça c'est un credo maintenant dans ma vie, je me dis voilà, au pire du pire, ça marche pas, et au mieux ça marche, et c'est cool. Ça complètement. C'est hyper donc ouais, entourage si possible entourage bienveillant et essayer. Et maintenant, si on fait un retour en arrière, il y a 7 ans, hein, quand tu as commencé en tant qu'inf, c'est ça? C'était même il y a 10 ans, du coup. Il y a 10 ans, diplôme, ouais. En tant qu'inf, voilà, la Justine d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais ça va aller, okay. Déjà. Tu lui fais un câlin et tu lui dis ça va aller. Je lui fais un méga câlin, je lui dis ça va aller, et je lui dirais, franchement, prépare-toi parce que tu vas fleurir. Ok. En fait, j'ai vraiment... il y a 10 ans, j'étais un bébé. Mais le problème, c'est quand t'as 20, 21 ans, 22 ans comme ça, t'as l'impression d'avoir déjà tout compris, d'avoir tout vu. Et c'est pas vrai.
t'as vraiment rien vu. Donc déjà, je lui dirais ça. Je lui dirais, t'as encore rien vu. T'inquiète pas. Genre, ça va aller. Vraiment, de manière La tout rassurer. compte, ça va aller. Ça va aller et il va y avoir des choses pas sympas, mais ça va t'amener à des choses très cool. D'accord. Je suis, c'est peut-être un peu perché, mais je suis assez persuadée aussi que dans la vie, l'équilibre négatif-positif, il finit toujours par se faire. Par s'aligner, ouais. Et que s'il y a une période où c'est vraiment pas agréable, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, quoi. Il y a une lumière au bout Ouais, du tunnel. ouais. Ok. Je lui dirais juste ça, je pense. Ok. Et fais quand même infirmière, c'est bien, ça t'apprend des trucs. Ok, donc on est d'accord avec le conseil de papa au démarrage. Ouais, Quand même. ouais, clairement. Ok. Et est-ce que t'as un mantra, donc la phrase qui t'inspire, tu nous l'as partagée, mais ou un rituel qui t'ancre, ou une musique, un truc qui te fait du bien justement pour Le sport. le sport? Ok. Le sport, j'avais trouvé un équilibre en devenant intermittente, Ok. mais c'était un équilibre qui n'était pas encore ultra suffisant et le crossfit est passé par là. Ok. Et depuis d'avoir intégré le sport dans ma vie, Dans son quotidien, du coup? ouais, j'ai amélioré ma santé. Ok. Et j'ai amélioré ma qualité de vie, j'ai amélioré mon sommeil. Super important de dormir. Ce que je dirais à la Vous fille... dormez? Je dirais à Les la- chanteuses, à la elles Justine dorment, il y a elles ne 10 chantent pas la ans, Je lui nuit. dirais dors. Dors. Profite. Ah ouais, non. Parce que j'avais vraiment une très mauvaise hygiène de vie quand j'étais inf. Et je pense que ça n'a pas aidé. Ok. Je pense que j'ai une meilleure hygiène de vie en tant qu'intermittente. D'accord, donc ce cliché-là où on croit que les chanteurs, les saltimbanques qu'on voit au bal populaire du samedi soir ou à la fête des pompiers, Ouais. c'est pas tous des trous qui boivent Et de du moins en pif. moins. De moins en moins, c'est D'accord. impressionnant. Donc on peut pas vous rémunérer juste avec des shots de bière? Non, ça marche plus. Ça marche plus. Et les gens sont scandalisés quand on leur refuse une bière maintenant. D'accord. Mais effectivement, dormir, bien manger, bouger, Ok. voilà, boire de l'eau. De l'eau, ok. De temps en temps, un petit verre, ça fait pas de mal. Hein. Mais Oui, ouais, faut pouvoir se lâcher aussi. Donc là, il y a quand même une hygiène de vie qui s'est mise Ouais, en place pour à toi fond. et qui t'aide dans ton quotidien d'intermittent. totalement. Moralement, physiquement, Ok. tout. Ok. Via vraiment le côté social, je me suis vraiment énormément développée socialement parlant. Parce que Avec j'étais extrêmement timide. C'était vraiment presque maladif, quoi. D'accord, là, le fait de te confronter à ce nouveau job, Ouais. donc monter sur scène d'une part, Ouais. même si je pense que t'es dans une bulle quand t'es sur Ouais. scène. T'es quand même... Enfin, en tant que chanteuse, t'es vraiment... t'es face aux gens, quoi. T'es avec eux. Ok. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé. Sur l'aspect social, ouais. Ok. Et du coup, dans l'autre partie un petit peu backup que t'as dans ton métier du coup de CEO, c'est June. Ouais, bah ça aussi, hein, t'es obligé de parler Le avec, côté commercial un peu, est-ce que ça t'a aidé? Ouais, clairement. Parfois, c'est difficile de devoir être tout le temps sympa et tout le temps... c'est aussi, en fait, de l'empathie quasi permanente, mais vu que j'ai trouvé plus d'équilibre dans tout le reste du métier, dans ma vie perso et dans tout ça, ben c'est plus épuisant comme ça a été quand j'étais inf, quoi. D'accord. Donc ouais, t'arrives à... Même Je quand me tu gère, traverses des émotions qui Mm. peuvent être compliquées, de te dire, Ouais. bon bah là, le show must go on. Mm. Et du coup, C'est ça. Et du coup ça y va, quoi. bah, je me dis un peu comme à l'époque où j'étais inf, je me dis finalement les gens ils sont devant toi et c'est pour passer un bon moment. Bah ça, tu vois, c'est un truc qui est arrivé au tout début, j'avais vachement de mal à gérer le fait que des fois qu'il n'y ait pas de feedback du public. Du public. Ok. J'avais l'impression de mal faire mon boulot. Alors qu'en fait, non, les gens, des fois, ils discutent juste et ils t'écoutent, hein, ils viennent à la fin de dire c'était super. Parce que je pense qu'il y a ce truc aussi, qu'on s'imagine de reconnaissance immédiate du Ouais. public, et alors qu'en fait, bah, on donne chacun notre reconnaissance différemment, Mais et bien selon sûr. le lieu, je pense que ça doit être... T'as des gens, en fait, ils vont passer la soirée assis à te regarder comme ça, avec un regard un peu... et tu te dis, oh là là, il est pas en train de kiffer. Et en fait, à la fin, il vient te voir et il te fait, oh, c'était génial, je vous écoutais attentivement. Et là, tu fais, ah, c'était donc ta ça. manière de m'écouter attentivement qui est C'était donc différente ça. que celle que Mais oui. j'imagine. Mais oui. Et ça, tu apprends à force aussi.
Ça pourrait faire partie aussi des conseils, c'est que des fois on a des biais cognitifs un peu si tu veux, où tu t'imagines des choses et en fait c'est pas ce que la personne en face te renvoie. Mais comme toi tu crois que, et ben tu te fais une montagne alors qu'en fait... Ça te génère un truc négatif. Alors qu'en fait en réalité, bah oui, bah là la personne qui avait... T'as l'impression qu'elle tirait la gueule, bah non en fait elle te regardait avec attention et elle t'écoutait... Voilà. Et puis il y a aussi on en parle souvent, le non-verbal, où on prend un non-verbal et on se l'imagine avec ce biais cognitif, alors qu'en fait, la personne, c'est juste sa manière à elle de kiffer, qui n'est pas la tienne à faire des saltos avant sur la scène. Et on a chacun notre manière de kiffer. Mais c'est ça. Au final, c'est ça. Ouais. Merci d'avoir accepté aussi de partager ta zone de génie avec nous et avec nos futurs auditeurs qui vont, je l'espère, kiffer ce moment et repartir avec des petits tips et des leçons pour kiffer leur life. Il faut dormir. Voilà, le c'est numéro important. 1 pour Justine, le dodo. On va appeler ça la dodo-attitude. Ok. Ouais. Et ben cool. Ouais, merci à toi. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Ce que l'histoire de Justine nous rappelle, c'est que les forces de caractère ne sont pas des qualités figées. Elles sont vivantes, en mouvement, et elles s'activent surtout dans les moments charnières. Le courage d'écouter sa vérité, la gratitude pour ce qu'on a appris, la persévérance pour construire sa route, et l'humour pour garder la lumière allumée. Ces forces, Seligman les décrit comme les fondations du bien-être durable. Elles nous aident à traverser les épreuves, à donner du sens à nos actions, et à développer une forme d'excellence humaine, celle qui ne cherche pas la perfection, mais la justesse. Alors peut-être que, comme Justine, tu as un moment de ta vie où quelque chose t'appelle ailleurs. Et si ton point de départ, ce n'était pas de changer de vie, mais simplement d'activer tes forces. De regarder ce qui, en toi, est déjà là, courageux, aimant, créatif et drôle. Parce que c'est ça, la zone de génie, le lieu où nos forces rencontrent ce qui a du sens pour nous. Et quand on l'explore, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On devient simplement plus soi-même. Merci encore Justine pour ton partage, et pour les auditeurs, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si les principes que nous avons abordés dans cet épisode résonnent en vous, et que vous souhaitez appliquer la psychologie positive à votre propre vie, dans vos défis ou vos projets, vous pouvez découvrir mes interventions et accompagnements en cliquant sur le lien dans la description. À très vite! Entre dans ta zone de